Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, levée des sanctions contre le Mali. Les entreprises sénégalaises se pressent pour récupérer les parts de marché. Le Mali, premier partenaire économique du Sénégal, la levée des sanctions de la CEDEAO, une bonne nouvelle pour l'économie sénégalaise. Saccage du lycée de Yoff, pas encore de sanctions contre les auteurs. Le conseil de discipline du lycée s'est déjà réuni pour statuer sur le cas des élèves identifiés. Des événements malheureux, regrette le proviseur. À la une également, la presse sénégalaise endeuillée par le rappel à Dieu de Madame la directrice Eugénie Rokhaya Aw, ancienne patronne du CESTI, une passionnée des médias et militante d'une presse libre. Témoignage à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Les opérateurs économiques du Sénégal saluent cette décision. Après 6 mois de sanctions et de fermeture de frontières, les entreprises sénégalaises se pressent désormais pour récupérer les parts de marché perdues durant cette période. On est tous là avec Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Les secteurs d'activité sont impactés par l'embargo de la CEDEAO contre le Mali. L'organisation communautaire a levé les sanctions contre Bamako. Une décision qui va donner un nouveau souffle à l'économie sénégalaise qui a beaucoup souffert de ce blocus. Un sentiment de soulagement et de satisfaction. Aujourd'hui, il faut comprendre que le Mali est le premier partenaire économique du Sénégal. Et quand on dit partenaire économique, l'enjeu c'est entre 250 milliards à 300 milliards. 70% du trafic malien passe à Dakar. Aujourd'hui, les produits pétroliers, il y a à peu près 1 650 000 tonnes de marchandises. Derrière, tu as les cimenteries. Ils font à peu près 1 200 000 tonnes par an. Au-delà de ces secteurs, le port de Dakar a aussi subi d'énormes conséquences. Avec cette ouverture, les enjeux sont énormes. Aujourd'hui, le port, ça fait quand même 6 000 conteneurs à 6 500 conteneurs par mois, équivalent 20 pieds. Ça, ce sont les petits conteneurs qui passent dans le port de Dakar pour le Mali. L'enjeu, c'est comment faire pour récupérer nos parts de marché. Et ça, il y a deux choses. Il y a deux options clés. Il faut améliorer les services, penser, il faut anticiper le service qu'on devrait offrir aux Maliens. Ces sanctions ont aussi causé la faillite de beaucoup d'entreprises qui nécessitent d'être perfusées par l'État. Comme Bolloré, où il y a à mettre, c'est sûr, en chômage le personnel qui était lié à ce trafic. Il faut penser maintenant à accompagner justement toutes ces entreprises qui étaient autour de ces difficultés. Après 6 mois d'embargo contre le Mali, cette levée de sanctions est une aubaine pour le Sénégal, dont le volume des échanges était estimé à plus de 400 milliards de francs CFA par an. Le consortium des femmes du Mali se félicite de la levée des sanctions économiques et financières. Cependant, les femmes magnifient la résilience des populations durant cette période fatidique. Mama Koïta Doumbia est la présidente du consortium des femmes leaders du Mali, jointe à Bamako par Chérif Dia. 6 mois de souffrance à tous les niveaux et particulièrement, comme on l'a dit, au nom des femmes et des enfants du Mali. Vous savez, la plupart des femmes sont dans le secteur informel et c'est elles qui, dans la plupart des cas, sont soit chefs de famille, soit des veuves, soit soutien à des familles qui, pendant la crise, avant la crise, faisaient le petit commerce entre les pays pour vendre les produits, les denrées de première nécessité, etc., les produits finis. Mais malheureusement, avec la crise, il y a eu des difficultés de transbordement entre les frontières du Mali, les frontières de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. Donc, deuxième chose, ici à l'interne, avec la crise du pétrole aussi, avec la crise de l'or mondial qui est venue s'ajouter à la crise de l'embargo, les femmes avaient
avaient des difficultés pour atteindre les centres de santé, les maternités, etc., etc. Il y a beaucoup aussi de produits qui n'arrivaient pas, comme les produits de vaccination qui n'arrivaient pas dans les villages les plus profonds, compte tenu de la problématique des transports, parce qu'avec la cherté du prix de l'essence, etc., il y a des véhicules qui ne circulaient pas. Il y a aussi l'insécurité grandissante à travers tout le pays. D'une partie du pays, on s'est retrouvé à 3/4 du pays en insécurité. Il y a eu aussi Covid qui a beaucoup impacté les populations, particulièrement femmes, dans le secteur informel. Donc nous avons beaucoup ressenti cet embargo et ça a beaucoup impacté la vie socio-économique des femmes. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette actualité. Dans l'actualité également, après le saccage du CM de Hann l'année dernière, place aux actes de vandalisme du lycée Sembène Ousmane de Yoff. Le proviseur et le président du gouvernement scolaire regrettent des événements malheureux. Pour l'heure, aucune sanction n'a été prise contre les élèves identifiés, mais le conseil de discipline s'est déjà réuni. Voyez tout cela avec Mariam Ndiaye et Jafar Abba. Le proviseur du lycée Ousmane Sembène de Yoff, son staff et quelques membres du gouvernement des élèves du lycée se sont réunis pour statuer sur le cas des élèves saccageurs de la salle 12. On n'a encore rien retenu. Nous avons bien discuté et là nous allons continuer parce que les auditions sont en cours. Donc nous nous sommes concertés. On attend demain, n'est-ce pas, pour terminer. Nous les condamnons au même titre que tout le monde, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nous réjouir de ça. Mais pour une école de 2500 élèves, 16 élèves qui se sont comportés de la sorte, 16 potages, vraiment, ce n'est pas très représentatif. Mais tout de même, nous condamnons énergiquement ce qui vient de se passer. Ce cas est le premier du genre dans ce lycée et l'on pense que le nombre pléthorique d'élèves pose problème. Ainsi, le second cycle devrait déménager dans un autre lycée l'année prochaine. Il y a effectivement un lycée qui est construit à Yoff, à côté de la sous-préfecture. Et Inch'Allah, je pense que le lycée, le second cycle, parce qu'on est un lycée à cycle long, le second cycle va déménager l'année prochaine, Inch'Allah. Parfois, on a des effectifs assez pléthoriques, de 80, 90 parfois, donc c'est des effectifs très pléthoriques. Et au président du gouvernement des élèves d'en profiter pour présenter les excuses de tout l'établissement. J'aimerais présenter mes excuses au nom de tous les élèves du lycée. Cependant, nous regrettons ce qui s'est passé, mais cela ne veut pas dire que les élèves sont ainsi. Ce n'est qu'une infime minorité qui a commis cet acte de vandalisme et nous regrettons cela amèrement, vraiment. Le lycée Ousmane Sembène de Yoff compte 2500 élèves répartis dans les 34 classes qui sont pour la plupart dans un état vétuste. Et Mariam, il n'est pas question de passer l'éponge. Vous allez le voir, cette affaire ulcère le monde scolaire. Des acteurs de l'éducation réclament de lourdes sanctions contre les élèves identifiés. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Jafar Abba. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Des élèves du lycée Ousmane Sembène de Yoff ont célébré d'une manière particulière la fin de l'année scolaire. Salle de classe vandalisée, matériel saccagé. Le constat est fait quand même que nous vivons dans une société de plus en plus violente. Et l'école n'est pas en dehors de cette société-là. Ce que les gens font dehors, aussi bien sur le plan politique que sur d'autres, mais c'est ça que les enfants copient aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, encore pendant qu'il est temps, il faudrait qu'au niveau de l'école, que nous puissions prendre les devants, prendre nos responsabilités et faire de sorte que l'école donne toujours l'exemple en matière de politesse et de discipline. Un phénomène pas si nouveau dans cet établissement. Ce n'est pas le premier cas ici, dans ce lycée. Il y a eu même de vols de table-banc. Vous imaginez des gosses là, qu'on éduque, au lieu de s'occuper de leur éducation, ils sont en train de travailler avec des bandes là et des receleurs. La structure familiale et la responsabilité des parents sont pointées du doigt pour expliquer ces actes. Chaque enfant vient d'une maison et le parent est le premier responsable du comportement de son fils dehors. Je dis que l'enfant, c'est l'ambassadeur de la famille. À chaque fois qu'il commet des exactions dehors, à chaque fois qu'il fait preuve d'indiscipline, il faut reconnaître que les premiers responsables, c'est les parents. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est une démission totale des parents d'élèves. Ça, c'est au niveau national. Une démission totale, je vous dis.
Il y a des parents qui ne savent même pas où se trouve leur enfant, dans quelle classe il est. Un des élèves présumés auteurs de ces faits. Et entre les mains des gendarmes, les acteurs de l'éducation interpellent le gouvernement. Merci cher. Restons toujours dans le monde de l'éducation. Renforcer les élèves des Parcelles Assainies sur la réflexion philosophique. Une mission bien réussie par le professeur Songué Diouf et ses collègues. Des centaines d'élèves en classe de terminale ont répondu à l'appel. Reportage Mamadou Fall Amadouba. Orienter, soulager, conscientiser, telle est la mission du professeur Songué Diouf et ses collègues à l'endroit des élèves en classe de terminale des Parcelles Assainies. Ils ont, comme à l'accoutumée, procédé au renforcement de capacités de ces élèves à quelques jours du baccalauréat. Discipline choisie, la philosophie. Étant une personnalité dans la dite commune, Amadouba ne pouvait s'empêcher d'apporter sa pierre à l'édifice. Je pense que c'est avec plaisir qu'on aide les jeunes à acquérir la connaissance et à parfaire leur citoyenneté. Cela est extrêmement important et l'enseignement, et notamment l'enseignement de la philosophie, participe aujourd'hui à cela. L'ancien ministre des Finances souhaite que plusieurs élèves décrochent la mention. Et nous voulons beaucoup de mentions. Pour lui d'ailleurs, la construction du pays dépend d'une jeunesse bien formée. En politique, l'USL de Maître Abdoulaye Tine demande la suspension du processus électoral. Selon l'opposant, les futurs députés élus ne pourront pas siéger au Parlement de la CEDEAO car le Sénégal a refusé d'appliquer l'arrêt de cette cour communautaire sur le processus de parrainage. Alassane Ba et Pape Sangoune Baye. Le processus électoral est mal parti et le président Sall s'obstine à organiser les législatives. C'est la conviction de l'Union sociale libérale qui demande la suspension de ce processus. Maître Tine et compagnie vont d'ailleurs saisir à nouveau la Cour de justice de la CEDEAO. Nous allons prendre la Cour à témoin. Prendre la Cour à témoin, c'est nous allons encore, malgré tout, ressaisir la Cour en procédure accélérée pour lui demander, d'ordonner au Sénégal de suspendre ce processus électoral qui a été ordonné sur la base d'une violation. Parce que Macky Sall a convoqué le collège électoral sans préalablement respecter l'ordre qu'avait donné la Cour de modifier sa législation et de lui faire un rapport sur les aménagements qui ont été. Aujourd'hui, il y a une rupture manifeste de la démocratie. Le processus tel qu'il est parti est porteur de germes d'instabilité. La flambée des prix de denrées alimentaires ne laisse pas indifférent l'Union sociale libérale. Un point abordé dans ce face-à-face avec les journalistes. L'USL dénonce une faillite de la politique économique du président Macky Sall. À travers déjà une politique de stabilisation des prix, ils l'ont dit, ils n'ont pas augmenté le gasoil, ils ont préféré augmenter l'essence, soi-disant parce que ce sont des personnes privilégiées qui l'utilisent. Qu'est-ce qui les empêche quand même de le faire pour les denrées de base d'une certaine manière? On a été tellement absorbé par les histoires d'élections, de parrainage, qu'on est en train d'oublier l'essentiel de la politique. Nous appelons à un retour aux fondamentaux de la politique. C'est quoi? C'est que l'État déjà assume sa première responsabilité, qui est effectivement de garantir un niveau de vie correct et décent aux ménages. Maître Tine estime que l'augmentation des plafonds de retraite affaiblit le pouvoir d'achat des concernés. Il invite toutes les personnes qui reçoivent des bulletins de paie à faire le constat. L'État a augmenté les retenues sur salaire, ce qui contribue à appauvrir les travailleurs. Merci Alassane. À Malicounda, des habitants de Saly Aérodrome et de Médine dans la rue dénoncent l'absence d'électricité et d'eau potable. Ils réclament le bitumage de l'axe croisement Saly-Madinatoul Salam, une zone minée par l'insécurité selon ces populations. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des habitants de Saly Aérodrome Médine dans la commune de Malicounda souffrent de l'absence d'eau potable. Les populations sont obligées de recourir aux puits pour satisfaire leurs besoins quotidiens en eau. Nous vivons des problèmes très aigus en matière de besoin d'eau, ce qui devrait être pratiquement un vieux souvenir. Même l'eau des puits, ça pose actuellement problème parce que nous sommes
pratiquement en période d'hivernage. Ces habitants qui dénoncent le manque d'électricité déplorent aussi l'état chaotique de l'axe Croise-Massali-Kersamba-Laobé. Cette route-là, au-delà de son bitumage, qui doit avoir une utilité en termes de mobilité des populations, est un axe stratégique parce que c'est l'axe qui doit relier la RN1 de l'autoroute à péage là-bas sur l'axe Mbour-Kaolack. Et cette route-là peut contribuer grandement à désengorger l'agglomération de Mbour avec ses embouteillages monstres tous les jours, mais aussi à rendre beaucoup plus fluide la circulation. Ces habitants de Saly Aérodrome Médine indexent le maire de Malicounda. Ils estiment que Maguette Sène fait la sourde oreille par rapport à leurs doléances. On ne dirige pas une commune avec la politique de la chaise vide. À chaque fois que nous avons besoin de lui, il n'est pas là. Mais pour lui dire également qu'on ne dirige pas une commune avec la sourde oreille. À chaque fois que nous lui avons adressé un message, il ne répond pas. On a fait un mémorandum qu'on a déposé sur la table de M. le maire Maguette Sène depuis plus de 6 mois. Ça n'a pas fait l'objet de réaction. La population de Saly Aérodrome Médine dénonce aussi l'insécurité grandissante dans cette zone. Des cas d'agression, de vol ou même d'enlèvement sont évoqués par ses habitants. Et certaines doléances des populations ne relèvent pas de la compétence de la mairie selon le cabinet du maire. Tout de même, la mairie a consenti beaucoup d'efforts dans Malicounda pour Mamadou Diouf, conseiller du maire, que voici avec notre équipe à Mbour. Pour Saly Aérodrome, parmi les réalisations, le maire a eu à construire la gare routière qui a été inaugurée récemment. Sur le plan santé, le maire a pu construire cette poste de santé aujourd'hui. Il l'a construit sur un budget de 20 millions. Maintenant, on va parler de l'adduction d'eau. Cette collectif a eu à rencontrer le maire il y a 3 mois de cela, en ma présence. Ils ont fait un mémorandum qu'ils ont déposé au niveau de la mairie. Le maire a tout lu et a demandé à ce qu'il peut faire, il va le faire avant les élections. Et ce qu'il ne peut pas faire, il va faire la demande. Dans ce mémorandum, ils avaient demandé le bitumage de la route qui mène de Kersamba au niveau de la route nationale. En deuxième lieu, l'adduction d'eau et l'électricité. Et nous, avant les élections, le maire a eu à débloquer 75 lanternes pour les éclairages publics qu'on a déjà fait. Donc, en deuxième lieu, au niveau du bitumage, le maire avait clairement dit que moi, dans mes compétences, et la compétence de la mairie, donc on n'a pas assez de budget pour bitumer la route. Mais ce que je peux faire, je peux rendre la piste praticable avant l'hivernage. Et je peux dire encore, pour l'éclairage public qui mène de Kersamba au niveau national, au niveau de la route nationale, a été éclairé par le monsieur le maire Maguette Sène. Dans l'actualité également, adieu Madame la directrice Eugénie Rokhaya Aou, ancienne directrice du CESTI, l'école des journalistes. Madame Eugénie Aou, décédée à l'âge de 70 ans ce dimanche, une passionnée des médias et militante d'une presse libre et de qualité, Fatou Bintou Conté. Eugénie Rokhaya Aou n'est plus. L'ancienne directrice du CESTI est décédée ce dimanche des suites d'une maladie. Militante chevronnée, une avocate des femmes est partie à jamais. À l'école de journalisme de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est l'émoi et la consternation. Une enseignante chercheure reconnue qui aimait vraiment nous donner des enseignements sur les questions relatives au genre, mais aussi à tout ce qui est médias, conflits et sécurité aussi concernant le traitement des femmes pendant les conflits. Elle était une dame généreuse, mais aussi parfois qui savait s'imposer pour faire passer ses idées, pour faire passer sa manière de voir. Mais aussi qui savait faire amende honorable si elle se rendait compte que la position ou la posture abordée n'était pas des meilleures. Donc cette souplesse-là que je lui connaissais, mais également cette générosité et cette fermeté par rapport à ses prises de position constituent une identité pour l'intellectuel. Elle était une intellectuelle épanouie, une intellectuelle affirmée. Sa générosité légendaire était connue de tout le monde, une dame qui avait la main sur le cœur, prête à aider en toute occasion. Pendant des années, un étudiant guinéen a été pris en charge ici au CESTI, et j'étais là. D'autres étudiants aussi ont été appuyés. Vous savez, la générosité, elle n'est pas seulement financière ou matérielle. Elle orientait
elle appuyait, elle aussi conseillait surtout les femmes ou les jeunes filles pour leur faire conscience de la nécessité de se battre pour occuper des postures qui pourraient permettre à la gente féminine de bien figurer dans cette profession-là. Et cette générosité ne se limitait pas seulement aux étudiants, mais également au personnel administratif et même au personnel également de service et aux enseignants. La première personne qui m'a amené en France en stage à l'EJ Lille, École supérieure de journalisme, en juillet 2008. Et j'avais passé 1 mois et demi là-bas pour renforcer mes capacités afin de pouvoir assister davantage les étudiants de CESTI dans les TP. Elle était très courtoise, très gentille. En plus, ce qui m'a surtout marqué chez elle, c'est qu'elle aidait beaucoup les étudiants, surtout les vigiles. D'ailleurs, c'est sous son magistère que beaucoup de projets ont émergé au CESTI. Vraiment, parce que moi, je venais d'arriver en tant que jeune enseignant. J'ai vu qu'au CESTI, il y avait un certain bouillonnement intellectuel par rapport aux projets, par rapport aux conférences. D'ailleurs, elle avait fait éditer un manuel qui recensait toutes les conférences ou séminaires qui ont eu lieu durant son magistère. Et donc, je pense que c'est un signe d'énergie. Elle savait parler aux bailleurs de fonds. Elle savait aussi amener les organisations non gouvernementales à investir au CESTI et à l'accompagner dans sa mission. Madame Aou, comme l'appelaient les étudiants, a dirigé pendant 6 ans cette école de journalisme de main de maître. Merci Fat Bintou et adieu Madame Aou. Tout autre chose à présent à Paris, face à face inédit entre des Sénégalais de la diaspora et Krouma Sané, secrétaire général autoproclamé du MFDC. Un MFDC bousculé par des exigences de paix d'une jeunesse casamançaise de la diaspora qui est loin des considérations idéologiques et de revendications indépendantistes. Une conférence publique à l'initiative de l'association SOS Casamance qui semble avoir fait bouger les lignes. Abdoulaye Cissé. Le MFDC est né le 4 mars 1947 à Sédhiou sous l'appellation Mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Voici Mamadou Krouma Sané. Il est rare dans les médias et dans ses apparitions publiques à Paris où il vit en exil depuis près de 30 ans. Et manifestement, son discours sur la genèse du MFDC est éculé auprès d'un public jeune, avide de paix. Limite, l'autoproclamé secrétaire général du MFDC est pris à partie dans cette conférence à l'initiative de l'association SOS Casamance. On est né en cette période de guerre, on a grandi dans cette guerre. Est-ce qu'on va mourir avec cette guerre? En fait, c'est des questions que nous, on se pose. Et on aimerait aussi poser ces questions à nos papas, je sais pas, à nous, pour leur demander, est-ce qu'eux, ils nous ont demandé à nous qu'est-ce qu'on veut? Toutes ces choses qu'on a vécues, est-ce que nous, on veut l'indépendance ou on ne veut pas l'indépendance? Demandez-nous pour savoir. C'est quoi notre avenir, nous? Que faisons-nous des jeunes qui n'ont rien à voir avec cette histoire? Monsieur Sané, on vous supplie, est-ce que vous, MFDC, vous êtes déjà assis avec tous les gens de la Casamance pour régler ce problème d'abord? Sans ce défilé, Krouma Sané ajuste son discours et ouvre les chemins du possible à la négociation. Ceux qui sont là pour la négociation, vous ne serez pas à la table de négociation. Mais ceux qui doivent négocier, demandez-leur pourquoi ils traînent les pieds. Je demande à tous les Sénégalais, épris de paix, puisque heureusement les 2 présidents qui ont créé la guerre en Casamance sont vivants, demandez-leur. Et les partis politiques, je viens de le dire, ils sont inexistants dans le champ de la crise politique. Sans distinction de statut, la parole d'expert de l'enseignant-chercheur Doudou Sidibé vient baliser le terrain. L'enseignant en négociation diplomatique et résolution de conflits à l'école de guerre de Paris fait l'esquisse des solutions. Une paix obtenue par une guerre n'est jamais définitive. Parce que de faire bouger ses positions.
C'est un coup de génie que réussit l'association SOS Casamance, basée à Paris et fondée par le Sénégalais Amadou Sylla. L'honneur à un ancien pour tirer la sage conclusion. La seule chose que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il est prêt aujourd'hui à aller vers la table de négociation. Il faut qu'on voit avec lui les conditions de réussir cette négociation-là, pour qu'il aille sur la table de négociation. Cette conférence-là est un pas de géant pour le processus de paix. Reste à savoir si l'État et le MFDC vont prendre le relais de SOS Casamance pour entendre l'appel au secours. Les forces de défense et de sécurité de confession catholique ont convergé ce week-end au sanctuaire marial de Popenguine pour leur pèlerinage annuel. Une 5e édition placée sous le sceau de la résilience. La cérémonie religieuse a été présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar. Compte rendu Daniel Diouf, Youssou Barro. Des forces de défense et de sécurité de confession chrétienne catholique qui ont troqué leur uniforme pour une tenue civile le temps d'un pèlerinage. La 5e édition après 2 ans de suspension pour cause de pandémie, le Covid-19 notamment. Des centaines de pèlerins, hommes et femmes de tenue venus en famille, arrivés de toutes les contrées du pays. En lieu et place du sac à dos militaire, la besace des soucis de famille, de travail, de santé, bref, de la vie quotidienne. Dans une foi chrétienne soutenue, tous ces soucis déposés aux pieds de Notre-Dame de la Délivrante. La 5e édition de ce pèlerinage militaire a eu pour marraine le commissaire divisionnaire, ancienne directrice générale de la police nationale, Madame Anna Semoufaï, fortement représentée par sa famille, entre autres son époux, ses filles, des frères et sœurs. Une belle cérémonie religieuse présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a appelé à la résilience, thème de cette année, face aux difficultés de la vie. L'archevêque de Dakar, qui a aussi invité les pèlerins au respect de l'ordre, au respect de la hiérarchie, à la confiance en Dieu, à la confiance en l'ordre, à la confiance en la hiérarchie, le but recherché, l'harmonie dans la famille professionnelle. Une cérémonie hautement honorée par la présence des épouses de feu Pierre Faye, précurseur de la marche pèlerinage en 1981, lui-même ancien militaire, et feu Bruno Diatta, ancien ministre chef du protocole de la présidence de la République. L'adoration du Saint-Sacrement a clôturé cette 5e édition du pèlerinage des forces de défense et de sécurité de confession chrétienne catholique à Popenguine. Intégralité de la cérémonie à suivre dimanche dans votre émission Chemin de la foi avec Daniel Diouf. Dans l'actualité sportive, CAN féminine 2022, le Sénégal va jouer son 2e match contre le Burkina. Un match qui va se disputer 24 heures après la victoire des Lions contre l'Ouganda. Les Lions vont tenter de gagner pour se qualifier en quart de finale selon leur sélectionneur Mama Moussa Sissé, que voici avec Youssouf Bodian de la radio Futur Média. Chez les filles, elles ont compris que l'important, ce n'est pas de démarrer ou de venir en appoint. C'est chaque fois qu'on a besoin d'elles qu'elles se donnent à fond. Et aujourd'hui, elles ont envie d'écrire leur propre histoire. Ça peut se faire à partir de demain. On ne se privera pas de ça. Il faut on fera un résultat positif qui puisse nous garder dans la compétition. J'ai discuté avec le médecin. C'était pas trop grave. Ce matin déjà, je les ai rencontrés au restaurant et j'étais toute souriante. Et j'ai même vu Nguenar dans la presse dire qu'elle sera d'attaque pour ce match-là. Donc elle est prête mentalement. Et maintenant, tout ça, on verra avec le médecin. Ils vont démarrer ou elles vont venir en appoint. De toutes les façons, elles sont à la disposition de l'équipe. Elles sont prêtes à apporter le plus qu'elles doivent faire pour pouvoir permettre à l'équipe de faire. Parlons équitation à présent. Poney Club de Anne chez les seniors, écurie Anne Marinas chez les espoirs sont sortis champions lors des championnats nationaux par équipe qui clôturent la saison, vous le savez, 2021-2022 des sports équestres. Compte rendu Cher Sadi Boudjara et Amadouba. Le club de Anne, maître aux championnats nationaux par équipe des sports équestres qui clôture la saison
Le Poney Club de Han remporte le titre CL Senior en succédant aux écuries Han Marinas qui se consolent avec le trophée des espoirs. Je sais pas, après dans l'équitation, il y a toujours aussi un facteur un petit peu chance, un facteur un petit peu hasard. Ils ont été meilleurs que nous aujourd'hui, il n'y a rien à se reprocher et tant mieux si les autres ont été meilleurs, tant mieux pour eux. Les clubs ont fait un important travail qui a permis de diversifier un peu les médaillés, les champions. Et tout cela, donc encore une fois, je dis, c'est le résultat d'un travail acharné qui a commencé depuis quelques années mais qui se poursuit. C'est quand même quelque chose de bien, mais surtout aussi remarquer que pour la deuxième place, ça a été âprement disputé. Et justement, il y a eu un classement pour la deuxième et troisième place ex aequo. Donc véritablement pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de ce que l'équitation sénégalaise est en train de faire. Nous sommes très satisfaits de bien terminer cette saison qui a été assez dure. Une saison 2021-2022 marquée par la bonne tenue des jeunes cavaliers. La petite catégorie qui, comme vous le savez, constitue le vivier sur lequel nous travaillons pour 2026. Parce qu'ils ont l'âge maximum, c'est 14 ans. Donc vous imaginez bien que d'ici 2026, c'est dans ce vivier que nous allons puiser. Et ce championnat Espoir a révélé véritablement de grandes pépites, de grands talents sur lesquels nous allons travailler particulièrement l'année prochaine, les années suivantes. La reprise est prévue au mois de novembre prochain. Entre-temps, la Fédération sénégalaise d'équitation va tirer le bilan de la saison et donner de nouvelles orientations. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info, la deuxième partie avec Binta Diallo et son invité ce soir, M. Mortala Kane de la CNES. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.